Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les érudits de l'IT, le podcast qui décortique la technologie en entreprise, en Suisse romande et ailleurs. Dans le podcast, on parle de protection des données, de cybersécurité, parfois de réglementation. On parlera aussi de digital workplace et bien d'autres sujets. Si tu veux arrêter de faire semblant de comprendre les conversations autour de toi, si tu es indécis dans tes choix et tu souhaites plus d'infos, ou si tu es simplement curieux d'apprendre et de découvrir des nouvelles technos, c'est le podcast qu'il te faut. Aujourd'hui, on parle des coûts cachés des sauvegardes dans le cloud, sur Azure, et pourquoi il est souvent plus avantageux de préférer des solutions de sauvegarde dédiées, comme Commvault, plutôt que de se concentrer sur des sauvegardes natives d'Azure. Pour en discuter, j'accueille notre invité Arnaud Maestri-Pierry de la société Commvault. Arnaud, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour Julien, merci pour l'invitation. Donc effectivement, Arnaud Maestri-Pierry, je suis account manager chez Commvault. Je couvre la Suisse romande. Au sein de Commvault, nous sommes 3 personnes à votre disposition sur la Suisse romande. Donc Anthony Fejos qui est mon collègue d'un point de vue commercial et André Da Silva sur la partie pre-sales. Donc voilà, tous les 3 sommes à votre disposition. Merci Arnaud. Donc sans plus attendre, on écoute Iris et Alfred, qu'on appelle aussi I et A, nos experts podcast qui vont démystifier le concept pour nous. On se retrouve dans quelques instants. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez technique, mais vraiment crucial pour les grosses entreprises. Comment on choisit sa sauvegarde quand on gère plus de 500 téraoctets? Vaste question, oui. On va comparer deux grands noms, Commvault et puis Azure Backup. On a une analyse assez poussée pour voir les vraies différences, surtout sur les coûts de stockage. C'est souvent le nerf de la guerre, ça. Exactement. Alors, pour cadrer un peu, Commvault, c'est la solution historique, très complète, super forte en fonctionnalités avancées. Et Azure Backup, c'est le service natif d'Azure, tout géré, voilà. Bon, le premier truc qui saute aux yeux avec ces volumes énormes, c'est la déduplication. Là, Commvault, ils ont un avantage assez net avec leur déduplication globale. Ah oui, ça c'est clé. Ça veut dire qu'un bloc de données, le même bloc, même s'il est sur 100 machines, il est stocké qu'une seule fois. Sur 500 Tera ou plus, avec toutes les redondances qu'on imagine, les VM clonés, les OS. Oui, les fichiers système identiques partout. C'est ça. Les économies de place peuvent être dingues. On lit parfois 97-99%. Oui, c'est réaliste dans certains cas. Alors, comment Azure Backup se positionne là-dessus? Justement, c'est une différence majeure. Azure Backup, il ne fait pas cette déduplication globale entre les machines. Ah d'accord. Il utilise plutôt des sauvegardes incrémentielles et puis de la compression, mais pour chaque machine individuellement. Donc c'est efficace pour une machine donnée, mais si tu as la même donnée sur 50 serveurs, elle est sauvegardée et stockée 50 fois. Ah oui, quand même. Donc oui, sur des très gros parcs très redondants, l'empreinte de stockage avec Azure Backup sera bien plus importante qu'avec Commvault. Logique. Et du coup, ça se répercute sur l'architecture. Commvault, c'est un logiciel qu'on déploie soi-même, que ce soit chez soi ou dans le cloud. C'est modulaire, serveur de gestion, media agents. Ça demande de mettre les mains dedans, quoi. Exactement. Ça donne beaucoup de contrôle, c'est très flexible pour faire de l'hybride, du multi-cloud, et puis c'est prouvé à très grande échelle, jusqu'à l'hexaoctet. Waouh. Le revers de la médaille, c'est la complexité. Faut gérer, maintenir l'infra. Bon, ils ont aussi leur offre SaaS métallique sur Azure, pour simplifier un peu. D'accord. Et Azure Backup, du coup? Azure Backup, c'est l'inverse. Service 100% managé par Microsoft. Super simple pour sauvegarder ce qui est déjà dans Azure, via les snapshots, les instantanés. Oui. Pour ce qui est sur site, on met un agent, le Mars, ou un serveur, MABS. L'avantage? Pas d'infra à gérer. C'est tentant, ça. Oui, mais moins de contrôle, on dépend des perfs d'Azure, de la bande passante. Et puis il y a des limites par coffre de sauvegarde. Moins d'infra contre plus de contrôle. Le choix classique, finalement. Et pour le stockage long terme, le tiering, comment on gère les vieilles données pour payer moins cher? Là aussi, c'est différent. Commvault est très souple. On définit des règles pour bouger automatiquement les sauvegardes anciennes vers du stockage moins cher. Azure Blob Froid ou Archive, mais aussi AWS S3 ou même de la bonne vieille bande magnétique. Ah oui, ils sont agnostiques. Tout à fait. C'est vraiment multi-fournisseur, ça peut même remplacer une solution d'archivage sur bande dédiée. Et Azure Backup sur ce point? Alors, Azure Backup a bien un niveau archive, mais attention, c'est seulement pour les sauvegardes de VM Azure qui n'ont pas bougé depuis à peu près 6 mois.
Ah, uniquement les VM Azure. Oui, pour les données qui viennent du on-prem via Mars ou Mabs, cette option archive n'existe pas. D'accord, donc moins flexible et très orienté Azure. Voilà, ça renforce un peu cette idée de dépendance à un seul cloud. On en vient à la question qui fâche, le portefeuille. Comment ça se passe niveau tarif? Alors, comme Vault historiquement, c'était beaucoup de licences, donc du CAPEX, un gros investissement initial, souvent au tout source. Mhm. Aujourd'hui, ils font aussi de l'abonnement, du SaaS avec Metallic. Donc on passe en OPEX, en dépenses de fonctionnement. On voit des chiffres comme 9 $ par Tera par mois pour plus de 500 Tera de fichiers. Mais attention, Oui, ça n'inclut pas le coût du stockage lui-même, qu'il soit chez toi ou dans le cloud. Faut le rajouter. d'accord, important. Et Azure Backup? Azure Backup, c'est 100% conso, 100% OPEX. On paye par machine protégée, genre 10 $ par mois par tranche de 500 gigas, plus le coût du stockage Azure, Ok. qui est grosso modo 20 $ par Tera par mois en stockage standard LRS, mais ça tombe à 1 $ par Tera par mois en archive. Ah oui, la différence est énorme pour l'archive. Oui. Et on peut prendre des réservations pour avoir des réductions. C'est très variable, mais pas de gros tickets d'entrée. Ce modèle OPEX d'Azure est séduisant. Mais est-ce qu'il y a des coûts cachés ou des points de vigilance sur la flexibilité? Oui, il faut toujours regarder un peu plus loin. Avec Commvault, il y a les coûts d'admin, faut les bonnes compétences, et puis le coût de l'infra, on l'a dit. Mhm. Attention aussi aux frais de sortie, l'igresse, si on rapatrie beaucoup de données du cloud vers chez soi, et les contrats peuvent être un peu rigides, même si le SaaS aide. Et pour Azure? Moins d'admin local, c'est vrai. Mais il faut faire gaffe aux frais pour sortir les données de l'archive, la réhydratation, ça peut coûter cher, et aux frais de sortie réseau en général. Ah oui, la réhydratation, j'en ai entendu parler. Exactement. Et il y a des pénalités si on efface des données de l'archive avant 180 jours. Contractuellement, c'est souple, sauf si on prend des réservations. Mais le risque, c'est de se retrouver un peu coincé dans l'écosystème Azure. Bon, en résumé, on voit bien l'arbitrage. Commvault semble vraiment intéressant pour les très gros volumes, avec beaucoup de redondance, grâce à sa super déduplication et son tiering flexible. Ça peut faire de grosses économies de stockage à long terme, même si c'est plus complexe au départ ou demande un investissement. C'est ça. Et Azure Backup, lui, il séduit par sa simplicité, le modèle OPEX sans mise de départ et l'intégration parfaite à Azure. Idéal si on est déjà à fond sur Azure ou si les données sont moins répétitives. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite réflexion qui va au-delà du coût immédiat. C'est l'impact de ce choix sur l'agilité de l'entreprise, sur sa stratégie. Intéressant. Est-ce que miser sur la solution intégrée d'un seul fournisseur cloud, comme Azure, ça ne bride pas un peu les options multi-cloud pour plus tard? Ou à l'inverse, est-ce que gérer une plateforme tierce comme Vault, même si elle est performante, ça ne freine pas un peu l'adoption rapide des services cloud? C'est une excellente question. Voilà, c'est une question de fond, je pense. Merci Iris, merci Alfred. On a bien compris que nos experts sont issus de la fonction Notebook LM de Google, qui n'existe pas, mais qu'ils ont très souvent, ils résument très bien le sujet. Donc, on a parlé de clients avec des volumétries très importantes. Enfin, on parle aujourd'hui de clients avec des volumétries très importantes, plus de 500 Tera. Là, on voit que les limites du cloud provider, que ça soit AWS, Azure, dans notre exemple aujourd'hui, ou Google, sont vite atteintes. Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors oui, effectivement. Donc, très souvent, les entreprises migrent vers le cloud en estimant que leurs données seront protégées et sans coût additionnel. Pour rappel, le concept de la responsabilité partagée s'applique. Donc, en quoi ça consiste? C'est concrètement les cloud providers ont pour obligation de s'assurer que l'infrastructure tourne de façon constante. Par contre, il est bien stipulé dans leurs terms et conditions que les données, c'est de la responsabilité du client final, ce qui est souvent oublié. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Deuxième point, des règles de base de la sauvegarde qui sont appliquées dans le monde du on-prem sont souvent oubliées en passant au cloud. Typiquement, la règle du 3-2-1, donc qui est le fait d'avoir 3 copies sur 2 médias différents, dont un isolé du réseau, sont rarement considérées lorsqu'ils passent vers le cloud. Également, une règle de base qui est la séparation des rôles. Dans le monde du on-prem, les personnes en charge du backup ne sont pas en charge de la production. Là, il est très fréquent que le cloud provider, le cloud admin, soit également la personne qui sera en charge du backup dans le cloud. Donc, c'est une seule personne qui détient les deux rôles, ce qui est plutôt risqué si cette personne devient une personne malveillante et qui peut agir à sa guise sur le backup. Et enfin, en ce qui concerne le coût, il n'y a certes pas de licence à payer pour une sauvegarde au sein des cloud providers,
Par contre, le coût de stockage est très conséquent. Si on applique justement la règle du 3-2-1 et on va avoir notamment une autre copie sur une autre région, par exemple, cette réplication coûtera le double en termes de stockage. Donc très souvent, lorsque je rencontre des clients, ils me disent je ne vois pas pourquoi je ferais appel à une solution tierce, sachant que j'ai déjà une solution native et que je ne paye pas pour ça. C'est un business case qu'il faut faire parce que concrètement, lorsque l'on compare le coût des licences Commvault avec le stockage nécessaire par rapport au stockage nécessaire chez Azure ou chez AWS, OCI et les autres, on fait des économies non négligeables au global. Est-ce que tu as un exemple à donner sans citer de nom, évidemment, Oui, mais tout à fait. l'ordre d'idée d'économie qu'on peut faire par mois ou par année pour un grand client, par exemple? Donc concrètement, plus les délais de rétention sont longs et s'il y a des réplications de données, plus les économies seront importantes. Donc ça va vraiment être du cas par cas. Ce que je peux néanmoins indiquer, c'est que clairement une économie globale de 30% minimum sera appliquée. Ça peut aller bien au-delà. On a notamment travaillé avec un de nos clients qui payait pour 3 millions de dollars de stockage chez AWS par an. On a réduit cela à 1 million au global en intégrant le coût de nos licences. Licence plus stockage comme Vault, 1 million. Stockage AWS, 3 millions. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Mais de nouveau, ça va être vraiment au cas par cas. Là, on était sur un client qui avait des rétentions un peu plus longues et qui avait une réplication des données. Donc là, forcément, les économies peuvent être très conséquentes. Merci Arnaud. Un autre point clé qu'on veut reprendre aussi, c'est le verrouillage du client chez son cloud provider. Donc, si on utilise toujours les solutions d'Azure, Azure Backup, etc., c'est difficile de bouger, d'avoir une stratégie multi-cloud ou bien de revenir on-premise. Qu'est-ce que Commvault offre comme avantage dans ces cas-là? Concrètement, Commvault va agir comme un orchestrateur, c'est-à-dire qu'on va protéger les données où qu'elles soient vers n'importe quelle destination. Donc, on accompagne complètement les clients justement dans leur évolution de leur stratégie IT. Certains, effectivement, sont passés du on-prem vers le cloud, ensuite veulent se désengager peut-être d'un cloud provider au bénéfice d'un autre ou veulent revenir vers du on-prem. Nous supportons totalement cette migration. Pour nous, on est complètement agnostique et on apporte cette flexibilité aux clients. Effectivement, s'ils ont décidé de s'engager avec un cloud provider donné, il sera très difficile de transférer leurs données vers un autre cloud provider. Avec nous, on fait de la portabilité de cloud to cloud et également aussi de cloud vers du on-prem et vice-versa. Donc, on apporte une totale flexibilité aux clients. Merci Arnaud encore pour ta participation à cet épisode. On te retrouve bien entendu sur LinkedIn. On a ajouté le lien dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à lui poser des questions, de faire venir dans votre entreprise. Je pense que tu te déplaces volontiers pour expliquer tout cela en détail. Arnaud, un dernier mot avant la fin de l'épisode? Effectivement, on reste à votre disposition, les équipes Commvault. La façon dont on procède en général avec des nouveaux clients, on fait une première réunion qui n'est pas pour vous parler de Commvault, mais plutôt pour faire un état de l'art dans votre entreprise, c'est-à-dire comment vous protégez vos données et on vous préconise des axes d'amélioration que vous les mettiez en place avec ou sans Commvault. Voilà, c'est plutôt une phase de conseil que l'on propose. Merci Arnaud. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez nous écouter sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Spotify, Patreon et LinkedIn sous forme de vidéo. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires et à ouvrir les discussions sur les différentes plateformes que je viens de citer. On se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!